Réveillon de Noël 2014. Pendant que les familles décoraient leurs sapins et que les enfants rêvaient de cadeaux, Samena Imam, 34 ans, se préparait pour ce qu'elle croyait être le début de sa nouvelle existence. Après 2 années d'une liaison clandestine, son amant avait enfin promis de quitter sa compagne actuelle pour vivre ensemble. Elle réserva une suite romantique dans un hôtel à Birmingham, acquit une bouteille de Bellini et quelques délicatesses pour célébrer. Elle ignorait qu'elle se dirigeait vers sa propre mort, orchestrée par l'homme qui prétendait l'aimer. Avant de poursuivre ce récit bouleversant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Cette histoire contient des rebondissements incroyables, alors restez jusqu'à la fin pour découvrir comment la justice a rattrapé ces criminels. Maintenant, faisons plus ample connaissance avec notre victime. Samena Imam n'avait que 34 ans lorsque son existence fut brutalement interrompue le réveillon de Noël 2014. Directrice respectée chez Costco à Coventry, elle était reconnue pour son intelligence remarquable et un sourire qui illuminait chaque espace. Pour sa famille, elle incarnait la conseillère infaillible, pour ses amis, la confidente parfaite, pour ses collègues, l'exemple même du leadership. Pendant 2 ans, elle entretint une relation secrète avec un collègue, David Cooper, non par choix, mais par nécessité. Les règles de l'entreprise interdisaient les relations entre cadres. Noël 2014 devait tout changer. Son amant avait juré de quitter sa compagne actuelle, et Samena avait méticuleusement planifié chaque détail de ce qui devait être le commencement de sa nouvelle vie, une chambre d'hôtel à Birmingham, une bouteille de Bellini et des mets choisis. Ce qu'elle ignorait, c'est que son prétendu grand amour nourrissait d'autres desseins. L'homme qui promettait un avenir commun orchestrait, en réalité, son élimination. À la veille de ce qui aurait dû être le début de son bonheur, Samena rencontra sa fin tragique, laissant un vide impossible à combler et une histoire qui nous rappelle combien les apparences peuvent être trompeuses. David Cooper habitait à Leicester dans une demeure d'apparence ordinaire, qui dissimulait des secrets sinistres qui ne seraient révélés qu'après la mort de Samena. Dans son abri de jardin, une pancarte révélait sa véritable nature, « Ne m'agacez pas, je manque d'endroits pour cacher les corps ». Ce qui semblait être une plaisanterie de mauvais goût allait prendre une signification bien plus sombre. Plusieurs semaines avant Noël 2014, David commença à préparer méticuleusement ce qui devait être le meurtre parfait. Utilisant eBay, la plateforme de vente en ligne, il acquit un flacon de 200 ml de chloroforme, un achat qui soulève des questions sur la facilité d'accès aux substances potentiellement létales sur Internet. Le produit fut livré à son domicile sans éveiller de soupçons, comme un simple colis ordinaire. La parcelle de terrain que David possédait, un espace discret à quelques minutes de chez lui, allait devenir centrale dans ses plans macabres. Pour ses voisins, ce n'était qu'un jardin ouvrier ordinaire, ces petites parcelles que les Britanniques utilisent habituellement pour cultiver des légumes ou des fleurs. Pour David, ce serait l'endroit parfait pour dissimuler son crime. La froideur de David Cooper se manifestait dans les moindres détails. Durant ses conversations avec son frère Roger concernant le plan, ils employaient des codes inspirés de Star Wars pour discuter de l'assassinat. Vadé et l'étoile de la mort n'étaient pas de simples références à un film populaire, c'était leur code pour un plan d'assassinat minutieusement élaboré. Le choix de ce codage particulier révélait non seulement leur préméditation, mais aussi une troublante puérilité vis-à-vis du crime qu'ils projetaient de commettre. La première tentative d'assassinat eut lieu le 13 décembre, pendant la fête de Noël de Costco. David attendit dans le parking obscur de l'hôtel où se déroulait la festivité, prêt à enlever Samena. Le plan échoua uniquement parce qu'elle arriva en taxi et fut déposée directement à l'entrée illuminée de l'hôtel. Ce qui devait être une soirée de célébration entre collègues faillit devenir son dernier instant de vie. Dans sa maison, David conservait une caisse de munitions militaires dans sa cuisine, un vestige de son service militaire qui allait prendre une destination bien plus sinistre. À l'intérieur, il gardait le chloroforme destiné à Samena. La désinvolture avec laquelle il conservait ces éléments létaux parmi les ustensiles domestiques ordinaires démontrait sa capacité à banaliser l'horreur qu'il planifiait. Le comportement de David dans les jours précédant le crime révélait une dualité troublante. Le jour, il maintenait sa routine habituelle, interagissant avec les voisins et menant une vie apparemment normale. La nuit, il planifiait méticuleusement chaque détail du meurtre avec son frère, discutant des méthodes pour tuer, dissimuler les preuves et créer des alibis. L'aspect le plus effrayant de David Cooper était sa capacité à maintenir une façade de normalité tout en planifiant un meurtre. Ses voisins le décrivaient comme réservé mais poli. Cette capacité à compartimenter son existence, être un voisin cordial le jour et un meurtrier potentiel la nuit, démontrait un niveau de sang-froid que peu pourraient maintenir. Le soir du réveillon,
David prépara sa maison pour le crime. Il nettoya des zones spécifiques, organisa les matériaux qu'il utiliserait, et attendit l'arrivée de sa victime. Le fait d'avoir choisi le réveillon de Noël, un moment de célébration et d'union familiale, pour commettre le crime, ajoute une dimension supplémentaire de perversité à ses actes. Les messages échangés entre les frères dans les jours précédant le crime révélaient non seulement leur préméditation, mais aussi une absence troublante de remords ou d'hésitation. Ils discutaient du meurtre d'une femme innocente avec la même désinvolture que s'ils planifiaient une rencontre ordinaire. Cette absence d'empathie, combinée à leur attention méticuleuse aux détails, faisait de David Cooper un type de prédateur particulièrement dangereux, celui capable de rationaliser et justifier ses actions les plus odieuses. L'après-midi du 24 décembre 2014, après la journée de travail chez Costco, Roger et Samena partirent vers ce qu'elle croyait être le début de sa nouvelle vie. Le trajet jusqu'à Leicester fut paisible, Samena passa des appels à sa famille, discutant joyeusement de ses projets pour les jours à venir. Roger convainquit Samena de faire un arrêt chez son frère avant de continuer vers Birmingham. Pour elle, cette invitation semblait confirmer que leur relation allait enfin devenir publique. Il était environ 17 h lorsqu'ils arrivèrent à la résidence de David Cooper. Ce qui suivit fut une séquence d'événements méticuleusement planifiés. Dès que Samena franchit le seuil de la maison, la mascarade prit fin. Les frères, qui avaient répété chaque mouvement, agirent en parfaite synchronisation. Roger, l'homme en qui elle avait pleinement confiance, révéla sa véritable nature. L'expertise médico-légale révélerait plus tard des signes d'une lutte intense, bien que brève. Samena, même en net désavantage, se battit pour sa vie jusqu'au dernier instant. Les minutes suivantes transformèrent une maison ordinaire de Leicester en scène d'un crime brutal. En moins de 2 heures, les frères prirent des chemins différents. Roger retourna à sa vie normale, comme si cette nuit n'avait été qu'une journée ordinaire. David resta pour exécuter la phase suivante du plan. L'efficacité avec laquelle ils procédèrent démontrait que chaque minute avait été chronométrée. Ce qui rendit ce crime particulièrement troublant fut la capacité des frères à maintenir une apparence de normalité immédiatement après l'acte. Pendant qu'une famille commençait sa recherche désespérée, les frères Cooper participaient aux célébrations de Noël, échangeaient des cadeaux et gardaient le sourire, comme s'ils n'avaient pas juste détruit une vie. La technologie devint la plus grande ennemie des frères Cooper. La première erreur fatale vint du téléphone de Samena. Roger, dans une tentative maladroite de créer un alibi, utilisa le mobile de la victime pour envoyer un message à son propre numéro, simulant une dispute. Le message disait qu'elle se rendait dans un endroit où elle serait vraiment prise en charge. Une erreur d'amateur qui le reliait directement au crime. Après tout, pourquoi un assassin s'enverrait-il un message à lui-même? Les coordonnées téléphoniques révélèrent davantage. Le jour de la disparition, les téléphones de Samena et Roger suivirent exactement le même trajet, du centre jusqu'à Leicester, puis retour. La police découvrit rapidement que Samena n'avait aucun lien avec Leicester, excepté le fait que c'était la ville où résidait David Cooper. Ce schéma de déplacement contredisait totalement l'histoire de Roger selon laquelle il aurait laissé Samena dans un parking après une dispute. Le matin de Noël, Roger envoya un message souhaitant « Joyeux Noël » au téléphone de Samena, une tentative évidente de paraître ignorer son sort. Les opérateurs téléphoniques fournirent à la police une carte détaillée des derniers mouvements de Samena. Ces données de localisation s'arrêtèrent brusquement à la maison de David Cooper, à Leicester, ne montrant plus jamais aucune activité. L'historique des achats en ligne de David Cooper l'incrimina davantage. Via eBay, il avait acquis un flacon de 200 ml de chloroforme, un achat traçable qui souleva de sérieux soupçons. La police parvint à récupérer tout l'historique de la transaction, incluant l'adresse de livraison et les détails du paiement. Les enquêteurs découvrirent que Roger avait recherché sur Internet comment effacer définitivement des messages et comment nettoyer les traces d'ADN, des recherches qui furent retrouvées même après qu'il eut tenté de supprimer son historique. Chaque tentative de dissimuler ses actions numériques ne faisait que créer davantage de preuves de sa culpabilité. Ironiquement, ce fut la propre tentative des frères d'utiliser la technologie pour dissimuler le crime qui fournit les preuves les plus accablantes de leur culpabilité. Chaque message texte, chaque achat en ligne, chaque enregistrement de localisation devint une pièce du puzzle qui conduisit à leur condamnation. À l'ère numérique, ils découvrirent de la manière la plus dure que certaines traces sont impossibles à effacer. La perquisition dans la maison de David Cooper révéla un scénario troublant qui dépassait l'ordinaire. La première découverte qui attira l'attention des enquêteurs était apparemment innocente. Dans le réfrigérateur, les délicatesses et la bouteille de Bellini que Samena avait achetée pour sa célébration romantique étaient restées intactes.
C'était comme si le temps s'était figé à ce moment, les derniers vestiges d'espoir d'une femme qui prévoyait de célébrer l'amour, désormais transformé en preuve de son assassinat. Les analyses médico-légales révélèrent des détails alarmants sur la cause du décès. Dans le sang de Samena, des niveaux anormaux d'éléments métalliques furent détectés, étain, mercure et arsenic composaient un mélange mortel. Les experts médico-légaux furent particulièrement intrigués par cette combinaison inhabituelle, suggérant une méthode d'assassinat méticuleusement planifiée et exécutée. Dans le garage de David, les enquêteurs découvrirent un véritable arsenal de produits chimiques. Des flacons soigneusement rangés, certains aux étiquettes retirées, d'autres encore scellés. Parmi eux, des traces du chloroforme acquis sur eBay, l'arme qui initia l'attaque fatale. La disposition méthodique des objets reflétait la nature calculatrice du crime. La voiture de Samena, retrouvée abandonnée à Luton, racontait sa propre histoire silencieuse. Le véhicule était cliniquement propre, pas une seule empreinte digitale sur le volant, les poignées ou le levier de vitesse. Cependant, un détail révélateur échappa aux assassins, le siège conducteur était réglé pour quelqu'un de bien plus grand que Samena, preuve muette qu'une autre personne avait conduit la voiture lors de son dernier voyage. Sur la parcelle de David, la découverte la plus macabre, le corps de Samena avait été méticuleusement enveloppé dans du film plastique avant d'être placé dans un sac de couchage militaire. Le choix des matériaux n'était pas fortuit, le film plastique et le sac de couchage avaient été spécifiquement sélectionnés pour ralentir la décomposition et compliquer l'identification. Les enquêteurs découvrirent également un ensemble de torchons récemment lavés à l'eau de Javel, une tentative évidente d'éliminer les traces du chloroforme utilisé dans le crime. Les analyses en laboratoire détectèrent néanmoins des traces de la substance dans les fibres du tissu, malgré les tentatives intensives de nettoyage. Dans la cuisine de David, une caisse de munitions militaires attira l'attention des experts. À l'intérieur, outre des cartouches anciennes, furent trouvés des résidus chimiques correspondant aux éléments détectés dans le sang de Samena. La caisse, apparemment une relique de ses jours dans l'armée, était devenue un arsenal chimique mortel. L'examen de la scène de crime révéla des signes de lutte sur le canapé du salon, les fibres du tissu étaient désalignées d'une manière indiquant qu'une personne y avait été immobilisée. Des taches microscopiques de sang, imperceptibles à l'œil nu, furent détectées au luminol, racontant l'histoire silencieuse des derniers moments de Samena. Les vêtements que portait Samena le jour de sa disparition furent retrouvés soigneusement pliés et cachés dans le grenier de David. Chaque pièce avait été lavée avec du détergent industriel, dans une tentative d'éliminer les preuves. Néanmoins, des traces microscopiques de sang et de produits chimiques persistaient dans les fibres. Un carnet trouvé sur le bureau de David contenait des notes codées, des chiffres et des symboles qui, une fois déchiffrés par l'équipe médico-légale, se révélèrent être des calculs précis de dosage chimique. La méticulosité des notes démontrait que le crime avait été planifié avec une précision scientifique. L'autopsie révéla que Samena avait été forcé d'ingérer une substance chimique avant sa mort. Les pathologistes découvrirent des brûlures chimiques dans son œsophage, indiquant qu'elle avait été contrainte d'avaler quelque chose de corrosif. Ce détail macabre contredisait directement la version des frères selon laquelle la mort aurait été accidentelle. La reconstitution médico-légale montra que le meurtre fut exécuté avec une précision militaire. Chaque aspect, du choix du lieu à la disposition du corps, suivait un schéma systématique reflétant l'entraînement militaire de David. La manière même dont le corps fut enveloppé suivait des techniques apprises dans l'armée pour la préservation d'équipements sensibles. L'épreuve physique dressait un tableau perturbant de préméditation et de froideur. Chaque objet trouvé, chaque test effectué, chaque analyse réalisée pointait dans la même direction, un meurtre méticuleusement planifié et brutalement exécuté. La disparition de Samena commença à intriguer les enquêteurs lorsqu'elle ne se présenta pas à la réunion familiale traditionnelle du Boxing Day. Pour une famille si unie, où les traditions étaient sacrées, son absence sonna la première alarme. Les proches savaient que quelque chose n'allait pas, Samena n'aurait jamais manqué cette rencontre sans prévenir. Des années de réunions ponctuelles rendaient son absence assourdissante. L'hôtel Malmaison à Birmingham gardait une chambre vide, réservée et payée par Samena. À la réception, le personnel rapporta que personne ne s'était présenté pour l'enregistrement cette nuit de Noël. La réservation avait été faite des semaines à l'avance, avec des demandes spéciales pour des pétales de rose sur le lit et du champagne glacé, des détails romantiques qui ne se concrétisèrent jamais. L'enquête s'accéléra lorsque les détectives commencèrent à percevoir des schémas troublants. Ils découvrirent que Roger Cooper entretenait non pas une, mais deux relations parallèles en plus de Samena. L'une d'elles était avec une subordonnée chez Costco, créant un réseau complexe de mensonges et de manipulations.
La dynamique de pouvoir dans cette relation particulière attira l'attention des enquêteurs, il était son supérieur direct. Les caméras de sécurité de l'hôtel où se déroula la fête de Noël de Costco, le 13 décembre, révélèrent quelque chose de sinistre. David Cooper fut filmé dans le parking sombre, immobile pendant des heures, dans une position stratégique avec une vue dégagée sur l'entrée. Cette découverte se reliait directement à la première tentative d'assassinat échouée. Le comportement des frères Cooper dans les jours suivant la disparition éveilla les soupçons. Roger maintint sa routine normale au travail, participant même aux réunions où la disparition de Samena était discutée. Les collègues remarquèrent son calme troublant lorsque le sujet était abordé. David, quant à lui, fut aperçu faisant plusieurs voyages à sa parcelle, inhabituel pour cette période de l'année. L'analyse de la carte bancaire de Samena révéla son dernier repas, un déjeuner léger au café Costco, quelques heures avant sa disparition. La commande incluait son dessert favori, qu'elle partageait toujours avec ses collègues. Ce jour-là, elle parlait avec enthousiasme de ses projets pour Noël, sans imaginer que ce seraient ses dernières paroles sur place. Les voisins de David Cooper fournirent des informations cruciales sans s'en rendre compte. Ils rapportèrent avoir vu des lumières allumées à des heures inhabituelles dans sa parcelle les jours suivant Noël, précisément quand la famille de Samena commençait sa recherche désespérée. L'un d'eux alla jusqu'à photographier ce qu'il pensait être une activité suspecte, mais ne fit pas le lien avec le crime à l'époque. L'examen des antécédents professionnels de David révéla qu'il avait travaillé avec des produits chimiques pendant son service militaire. Cette expertise spécifique expliquait la combinaison complexe de substances trouvées dans le corps de Samena. Ce n'était pas simplement un meurtre, c'était l'application mortelle d'une expertise militaire. La dernière image de Samena vivante provint d'une caméra de circulation, son reflet dans le rétroviseur de la voiture de Roger, souriant, ignorant qu'elle était conduite vers un piège mortel. L'image, bien que floue, captura son dernier moment de bonheur, pensant qu'elle se dirigeait vers son conte de fées. Les recherches sur l'ordinateur personnel de Roger révélèrent des requêtes troublantes dans les jours précédant le crime. Combien de temps faut-il pour qu'un corps soit découvert? Meilleure façon de nettoyer les preuves médico-légales et comment supprimer les enregistrements GPS. Chaque recherche constituait une pièce supplémentaire du puzzle macabre qui se formait. L'ultimatum que Samena avait donné à Roger, choisir entre elle et sa petite amie actuelle avant Noël, s'avéra être le catalyseur fatal. Plutôt que d'affronter les conséquences de ses mensonges, il choisit la voie la plus sombre possible. Il était plus facile d'éliminer Samena que de faire face à la vérité de ses propres actions. Une employée de M&S se souvint de Samena cet après-midi-là, elle semblait radieuse en choisissant des mets délicats et une bouteille de Bellini. Elle dansait presque dans l'allée, rapporta l'employé, parlant de combien cette soirée serait parfaite. Ce témoignage devint encore plus poignant lorsqu'on découvrit que ces mêmes articles furent retrouvés, intacts, dans le réfrigérateur de David. L'expertise révéla que le téléphone portable de Samena avait été éteint exactement à 17h15, l'heure précise où les caméras de sécurité captèrent l'arrivée de la voiture de Roger chez David. Cette synchronisation parfaite démontrait que chaque mouvement avait été chronométré avec une précision militaire, une signature supplémentaire de l'implication de David dans le crime. Les derniers messages textes de Samena à sa famille révélaient une femme pleine d'espoir et de projets pour l'avenir. Elle avait même commencé à planifier un voyage pour le Nouvel An. Le château de mensonges des frères Cooper commença à s'effondrer lorsque la police les confronta séparément. Roger, lors d'un premier interrogatoire, tenta de maintenir la composition d'un collègue inquiet. Il n'y a toute implication romantique avec Samena, prétendant à peine la connaître au-delà des interactions professionnelles chez Costco. Ce serait sa première grande erreur, les enquêteurs disposaient déjà de preuves substantielles de leur relation de 2 ans. Confronté aux preuves de la liaison, Roger changea radicalement son histoire. Il admettait maintenant la relation, mais créa un nouveau récit, il prétendit que Samena était devenue obsessionnelle et qu'ils avaient eu une violente dispute la veille de Noël. Selon lui, elle serait sortie volontairement de la voiture pendant une querelle. Les détectives remarquèrent comment son langage corporel changeait à chaque modification de sa version des faits. David Cooper, quant à lui, présenta une histoire encore plus fantaisiste. Il affirma que Samena était apparue inopinément chez lui, furieuse et cherchant Roger. Dans sa version, il aurait simplement essayé de la calmer en utilisant du chloroforme, une explication que les enquêteurs jugèrent absurde. Après tout, qui garde du chloroforme chez soi pour calmer les visiteurs? L'enquête révéla un aspect troublant de la dynamique entre les frères. David, l'aîné, manifestait une loyauté quasi pathologique envers Roger.
Les enquêteurs découvrirent que ce n'était pas la première fois que David résolvait des problèmes pour son petit frère. D'anciens dossiers montraient plusieurs incidents où David était intervenu dans des situations délicates de Roger. Le comportement des frères pendant le procès attira l'attention de la cour. Tandis que Roger maintenait une posture froide et calculatrice, David montrait fréquemment des signes de nervosité. À un moment crucial, lorsque les preuves du chloroforme furent présentées, David commença à transpirer abondamment et à demander de l'eau de façon répétée, une réaction qui n'échappa pas au jury. Les histoires contradictoires des frères causèrent leur perte. Roger insistait sur le fait qu'il ignorait les plans de son frère, tandis que David affirmait que tout n'avait été qu'un terrible accident. Cependant, les preuves révélaient un plan méticuleusement orchestré. Les messages codés de Star Wars, les achats prémédités, le choix du lieu, tout pointait vers un meurtre soigneusement planifié. Le procès prit un tournant décisif lorsque le procureur dévoila l'historique des recherches Internet de Roger. Les requêtes effectuées à la veille du drame s'avérèrent accablantes, décomposition des corps selon la nature du terrain, élimination des traces ADN sur les textiles. Ces investigations numériques pulvérisèrent instantanément ses protestations d'innocence. La compagne légitime de Roger, appelée à la barre, bouleversa l'audience par ses révélations. La découverte de la double vie de son compagnon, doublée de l'horreur du meurtre qu'il avait orchestré pour préserver ses secrets, la laissa anéantie. Son témoignage poignant marqua profondément les jurés, confrontés à la réalité des ravages causés par les mensonges de l'accusé. Les audiences successives levèrent le voile sur l'ampleur des duplicités de Roger. Au-delà de sa relation avec Samena, il entretenait 2 autres liaisons extra-conjugales. Plus troublant encore, l'une de ses maîtresses était sa subordonnée directe chez Costco, révélant un schéma inquiétant d'abus de position dominante dans sa sphère professionnelle. L'absurdité atteignit son paroxysme lorsque David tenta d'impliquer un certain Ben, personnage fictif qui aurait mystérieusement proposé son aide pour la dissimulation du corps. Cette invention grotesque, démontée par l'absence totale de preuves corroborant l'existence de ce prétendu complice, ne fit qu'accentuer la perception de sa culpabilité. Les expertises psychiatriques dressèrent un tableau édifiant de la dynamique fraternelle. Roger présentait une personnalité narcissique prononcée doublée d'une tendance manipulatrice pathologique, tandis que David souffrait d'une dépendance affective marquée envers son cadet. Cette symbiose malsaine expliquait en partie comment ils avaient pu concevoir et exécuter ensemble un acte aussi monstrueux. Le verdict de culpabilité, unanime, reflétait l'évidence des preuves accumulées. La peine de 30 années d'emprisonnement infligée à chacun des frères prenait en compte non seulement l'atrocité de leur crime, mais aussi sa planification méticuleuse et le choix délibérément cruel de la période des faits pour son exécution, circonstance que le juge souligna comme particulièrement aggravante. Si ce récit vous a autant bouleversé que moi, n'hésitez pas à manifester votre soutien en laissant un j'aime et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Pour ne manquer aucune de nos chroniques criminelles, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Rendez-vous pour notre prochaine affaire.